Alors, je ne vais pas vous présenter Michel Derlevé, parce que je pense que là, ce serait pour moi compliqué, parce que vous le connaissez pour certains mieux que moi, mais quelques mois avant la proposition de Laurent Fabius de tenir la COP 21 à Paris, c'était donc à Varsovie, nous nous trouvions à Varsovie, Michel et moi, et il a été un des premiers à me dire les enjeux locaux, le territoire, c'est mon corps de métier, c'est ce que je crois. Il a même écrit là-dessus. Et donc aujourd'hui, ça aura été mon premier allié, mais je crois qu'il a sa présence auprès des équipes de Laurent Fabius dans la préparation de la COP 21, en mettant au cœur de cette COP les villes, les régions, donc les territoires, et la société civile. Donc Michel. Merci beaucoup pour ces petits mots, Michel. Simplement, je vais essayer de voir si les slides fonctionnent. Oui, c'est formidable, les slides fonctionnent. Et alors, j'ai décidé, il y a eu des exposés cet après-midi, notamment, qui étaient particulièrement construits, riches, techniques, et j'ai essayé de ne pas vous parler de technique et de faire un pas de côté, ou même plutôt un pas en arrière, et d'essayer de revenir un petit peu sur l'histoire. Quand on interroge la question des territoires, de l'énergie, c'est intéressant de se réapproprier des éléments qu'on a un peu oubliés les uns ou les autres. Et je vais vous parler donc de mon domaine. Je suis membre du directoire d'Enedis. Je vous parlerai des réseaux de distribution, basse moyenne tension, mais en revenant aussi sur la construction de ces réseaux, sur un siècle d'histoire industrielle et sur, c'est un peu ce que je vais essayer en 10 minutes de vous expliquer, l'actualité. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la transition, le rythme de la transition, l'adaptation nationale, régionale, locale, c'est des questions qui se sont posées au fil de l'histoire et qui ont trouvé des réponses diverses. Et ce que vous devez retenir, c'est que simplement les réseaux, c'est flexible. Les organisations industrielles des infrastructures, en France, en Europe, s'adaptent à quoi ? Aux injonctions de la politique énergétique. Le réseau en soi, il est agnostique, il n'a pas de religion, il n'est pas là pour vous véhiculer tel ou tel type d'électrons. Le réseau, il est là simplement pour être un moyen d'articuler une offre et une demande, et deuxièmement pour gérer au mieux cet équilibre que le système électrique appelle de ses voeux. Alors il y a un formidable livre qui est depuis le 19 mai en librairie, qui est à l'extérieur pour un prix modique, et on pourra, les différents auteurs, vous le dédicacer avec grand plaisir. Alors ce réseau, il est né de ce qu'on appellerait aujourd'hui des territoires à énergie positive, ou ce qu'on appelle au plan européen des communautés locales de l'énergie. C'est paradoxal, mais le réseau électrique, il est né à Paris, dans certains arrondissements où il y avait au même endroit des moyens de production et de la consommation. Et par exemple, sous le Louvre, peu de gens le savent, mais il y avait une centrale de production électrique qui permettait à l'arrondissement d'être extrêmement bien électrifié, donc sécurisé. Et puis si on reste sur Paris, les arrondissements du Nord et de l'Est, 18, 19, 20, je regarde Denis s'il est là, il missionnait, il faisait au Conseil de Paris des motions pour avoir eux aussi l'électricité. Et donc, pour avoir l'électricité, il a fallu donc développer un réseau pour ne pas rester que dans le 1er, le 2e, 3e arrondissement, ou dans le 16e, mais pour permettre à l'électricité de se diffuser. Donc, l'histoire du réseau de distribution, elle est bottom-up, elle part du local, elle part des villes, et elle a été extrêmement marquée par une loi qui est une loi de 1906, qui fait que les propriétaires des réseaux de distribution, c'est les collectivités. C'est des syndicats d'électricité, il y en a 532 aujourd'hui, qui concédaient à EDF jusqu'en 2008, et à la création de RDF en 2008, concessionnaire sur 95% du territoire, ça a été ERDF, qui s'est baptisé, comme vous le savez, l'an dernier, Enedis. Ça a été marqué, cette histoire, si on reprend ce siècle d'histoire, par des grandes lois et des dispositifs solidaires. Paul Ramadier, qui a été un ministre de l'Industrie des années 36-37, avait envisagé d'ailleurs une gouvernance de la distribution à travers un modèle tripartite, l'État, les entreprises industrielles et les collectivités. Ça n'a pas été fait. D'autres histoires, elles, se sont réalisées, notamment dans les années 50, 60, et pas par la grande loi de nationalisation d'avril 46, l'adoption d'un modèle de péréquation tarifaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 500 et quelques concessions d'électricité de distribution fonctionnent avec un modèle de péréquation, de répartition des charges, des bénéfices, et à travers un modèle de solidarité qui est assez atypique, qu'on trouve peu ailleurs, notamment en Europe, mais qui est regardé par beaucoup de nos amis étrangers avec beaucoup d'intérêt. Je suis souvent en Europe, en Allemagne, en Belgique notamment, et cette idée d'avoir une consolidation entre
les concessions urbaines parfois bénéficiaires et les concessions rurales. Si on regarde la Dordogne, la Creuse, l'Ardèche, ce pas des concessions extrêmement bénéficiaires. Oui, mais elles bénéficient de la règle nationale. Et Jacques Percebois l'évoquait ce matin, ça fait partie d'un atypisme, mais positif du modèle français, sur lequel je crois qu'il peut y avoir consensus pour maintenir cet élément-là. Alors, compétitivité du tarif. On a un tarif, votre facture d'électricité, pour un tiers, 40%, couvre ce qu'on appelle les tarifs d'acheminement. C'est-à-dire c'est la principale recette pour RTE, le réseau de transport, et pour Enedis, le réseau de distribution. Ce modèle, aujourd'hui, d'avoir un tarif national qui permet d'alimenter les entreprises de réseau, ça permet d'avoir une compétitivité. En Europe, les écarts de tarifs d'acheminement sur les factures des consommateurs allemands, ça peut être de 1 à 2 à 3. Dans d'autres pays, c'est au-delà, c'est la Suède par exemple. Et donc en France, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une part, la facture d'électricité comprend une partie importante de taxes nationales et locales, et que la partie réseau, elle est fort utile. Aujourd'hui, cet argent-là, il permet d'investir 3,5 milliards tous les ans. Il permet de maintenir les équipements. Vous avez vu que la ministre des Transports a insisté cet été sur la qualité de l'investissement en maintenance des réseaux de transport, des réseaux ferroviaires. Ça reste vrai aussi pour les réseaux électriques. Un réseau, ça doit en permanence être entretenu. Nous avons des installations qui aujourd'hui ont 50-60 ans et qu'il faudra, dans les années à venir, bien entendu, renouveler, moderniser. Simplement, pour revenir sur le bleu, on entend souvent là aussi une opposition entre les jacobins, les centralisateurs, et puis le modèle de l'avenir qui serait le modèle tout à fait décentralisé, et on tournerait la page à l'aube du XXIe siècle entre un passé centralisé et un avenir radieux décentralisé. Faisons attention, c'est peut-être pas aussi simple que l'histoire. Moi, j'appellerais plutôt de mes voeux un modèle mixte, un modèle, si on passait l'expression métissé au sens du latin, c'est-à-dire un modèle partagé entre ce qu'il y a de meilleur dans le bottom-up, dans le local, dans tout ce qui vient des territoires, c'est le sujet de notre séminaire, et en même temps les atouts qu'il peut y avoir à consolider un certain nombre d'actions à travers de la politique industrielle menée collectivement, ensemble, et non pas séquencée uniquement par une approche locale fermée sur elle-même. Le local, c'est quelque chose qui est incontournable. On voit un sens une montée de local partout dans le monde, et en même temps, faisons attention que le local ne s'enferme pas dans une vision de l'autonomie qui serait une vision, elle, réductrice et peu solidaire. C'est le titre du ministère de Nicolas Hulot, de s'appeler Transition énergétique solidaire. Cette exigence de solidarité doit être tout à fait partagée et mélangée avec l'idée qu'on mène de plus en plus de politiques territoriales de l'énergie. Des petits rappels, mais que vous retrouverez aussi dans les slides, c'est à vocation de pédagogie. Les ENR, très massivement, ce matin, Virginie Schwartz vous a présenté la courbe de décollage des ENR en France. Le réseau de distribution, en 10 ans, il est devenu un réseau de collecte et pas uniquement de distribution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 350 000 points de production photovoltaïque et éolien implantés en France sont raccordés principalement à Enedis. Et pour le reste, les 5%, c'est les grands parcs qui sont raccordés au réseau de transport. Ce n'était pas écrit dans le marbre que ça se fasse sans heurts et sans difficulté. Ça a été un changement de paradigme pour le réseau, comme le sera l'arrivée du véhicule électrique. Aujourd'hui, il y a en France 100 000 véhicules électriques, un petit peu plus, 12 000 bornes de recharge. L'AIE, cet été, nous a dit, l'Agence internationale de l'énergie, l'horizon 2040, si on veut décarboner la planète, c'est 600 millions de véhicules électriques. Et en France, vous avez vu que Nicolas Hulot a annoncé, ce qui est un horizon crédible, 2040 pour la fin du véhicule thermique. On n'y arrivera pas si on n'implique pas les gestionnaires de réseau. Où est-ce on va installer les bornes? Selon quel équilibre du réseau? Comment on va favoriser la recharge intelligente, smart, en fonction des données, thème qui a été abordé tout à l'heure, qui pourraient être collectées, partagées entre les collectivités, les utilisateurs. Donc il y a tout un nouveau écosystème à penser dans une approche globale et performante. Alors oui, un petit mot quand même sur l'autoconsommation aussi. Qui dit autoconsommation, ça a été évoqué ce matin, suppose de la réglementation, de la régulation et des équilibres, une pensée globale. Ne nous trouvons pas avec des effets d'aubaine et de réponse à une demande qui est une demande de nature sociétale sans voir les conséquences.
il faudra demain que tout un chacun contribue de manière juste au fonctionnement et au financement des infrastructures. Et si on a d'un côté certains qui bénéficient de dispositifs avantageux pour socialiser par ailleurs les coûts généraux du réseau, vous voyez bien qu'il va y avoir quelque chose qui risque d'être un petit peu, qui va manquer d'harmonie. On va peut-être, je vous laisse ce slide pour la réflexion, et j'aimerais terminer sur l'Europe. Michel le racontait, le rappelait tout à l'heure, j'ai un engagement européen de toujours. Et je relisais cet été Sigmund Freud qui évoquait le fait que souvent les gens passent par rapport à eux-mêmes. Il qualifiait ça de narcissisme des petites différences. Et on se nourrit du fait qu'on a la meilleure politique énergétique par rapport à notre voisin. Rappelez-vous, mars 2011, quand arrive Fukushima, les Allemands disent nous on sort parce qu'on va laisser ces Français avec leur modèle là trop vieux. Et puis nous Français on dit les Allemands sont fous, ça va pas marcher. Et donc on a chacun cultivé cette très grande fierté, mais qui n'est pas de la fierté, c'est souvent de la myopie, par rapport au fait qu'on a à prendre et à laisser dans les modèles que les uns et les autres développent. Si on se met dans ce schéma-là, l'Europe, elle a un espace, non pas de convergence des politiques énergétiques, c'est pas demain la veille que chaque pays va adopter la politique énergétique du voisin, mais elle a un espace profond sur une meilleure politique de coopération en matière de réseau. C'est le thème du rapport remis à François Hollande le 23 février 2015. Ça reste aujourd'hui une priorité. Ce matin, Denis évoquait la R&D en matière d'infrastructure. C'est le véhicule électrique que nos leaders européens parlent d'un horizon tangible, d'un Apollo du véhicule électrique pour avoir un modèle de batterie normé, compétitif par rapport aux Américains, aux Chinois, que sur tous des sujets qui ne sont pas des sujets propres à chaque pays, on sache mettre en commun les énergies. Et il y a un thème, Myriam et moi, qui nous tient à cœur, c'est le thème de la formation. Dans le rapport remis au président de la République, c'était la proposition numéro 12, je proposais la mise en place d'un collège d'Europe de l'énergie. Pourquoi collège d'Europe de l'énergie? C'est parce qu'en 1949, quand l'Europe sortait de la guerre, du conflit, les leaders européens, Paul-Henri Spaak, tous les pères fondateurs de l'Europe, ont dit mais il faudrait une institution qui puisse permettre de faire partager à tous les jeunes un minimum de sens commun, sans jeu de mots. Et ce projet européen a été porté par le Collège d'Europe de Bruges, qui a été créé à ce moment-là et qui a été une vraie réussite. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait, peut-être sur les fondements de cette 5e université de 5T, réfléchir à un moment qui serait un moment de fondation et de relance de l'Europe à travers l'éducation, la formation et donc, bien entendu, l'intelligence collective. Merci à tous. Merci, Michel. Tu viens t'asseoir là, à côté comme ça.